plusieurs dossiers sur la table, des questions de lotissement à la croissance économique du Burkina, des sujets débattus avant les vacances gouvernementales. Les Burkinabés de Côte d'Ivoire, mieux informés sur le traité d'amitié et de coopération qui lie leur pays d'origine et d'adoption. En marge de la conférence de Yamoussoukro, le chef de l'État burkinabé a rencontré les ressortissants du Faso. Et puis, candidat au concours direct de la fonction publique à vos marques, le rendez-vous c'est déjà pour demain, une compétition de haute lutte. Il y a environ 8000 postes pour 500 000 candidats. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. À peine un mois après sa prise de fonction, la représentante spéciale de Ban Ki-moon était cet après-midi même chez le président du Faso. Aïchatou Mindaoudou est venu demander appui au Conseil à celui qui a été pendant longtemps médiateur de plusieurs crises dans la sous-région, dans la Côte d'Ivoire. À noter que la représentante spéciale de Ban Ki-moon est aussi chef des opérations de la mission onusienne ONUCI, Jacques Lamissa Tarpaga. La nouvelle représentante de Ban Ki-moon en Côte d'Ivoire est également chef des opérations de l'ONUCI dans ce pays. Après avoir pris fonction le 5 juillet dernier, Aïchatou Mindaoudou est venue rendre une visite de courtoisie au président du Faso. Pour moi, il était important que je vienne rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour lui notifier officiellement que j'ai pris fonction et pour aussi demander ses conseils, parce que vous savez que je ne vous apprends rien, le Burkina est un pays important dans la sous-région. Donc il était important que je vienne échanger avec lui sur la question de la Côte d'Ivoire. Le président du Faso, médiateur dans la crise ivoirienne, est fortement sollicité par la représentante du secrétaire général de l'ONU pour remplir sa mission. J'ai demandé aussi l'appui du Burkina Faso pour que je puisse réussir la mission qui m'a été confiée en Côte d'Ivoire. Donc le Burkina connaît très bien la situation, particulièrement son Excellence, et il a été personnellement impliqué. Et j'ai demandé qu'il puisse m'accompagner dans la mission qui m'a été confiée. Aïchatou Mindaoudou est originaire du Niger. Spécialiste en droit international, elle occupait le poste de représentante spéciale aux questions politiques des opérations de paix au Darfour. Restons dans les locaux de la présidence du Faso, dernier conseil des ministres avant les vacances gouvernementales. Pour un dernier rendez-vous, il s'est fait tout aussi studieux. Plusieurs dossiers sur la table, donc le point sur les lotissements avec l'organisation des états généraux sur le sujet, le programme Une femme, un acte de naissance ou encore l'appréciation du FMI sur la croissance économique de notre pays. Le sujet est signé de Karim Patrick Namouano. 2007-2012, le Burkina Faso aurait connu une croissance moyenne de 5,3% selon un rapport indépendant du Fonds monétaire international. L'analyse de l'institution monétaire fait aussi état d'avancées notables à l'actif du gouvernement burkinabé. Et parmi les principaux points saillants de satisfaction, ce qu'on peut relever, c'est quoi? C'est d'abord la croissance économique qui est nettement meilleure à celle de la sous-région. Le produit intérieur brut par habitant également a progressé d'année en année. Également au niveau des finances publiques, ce qui est encourageant, c'est qu'on a pu accroître sensiblement les recettes intérieures. Aujourd'hui, 2/3 du budget de l'État sont financés par nos propres ressources. Et en plus de ça, il y a aussi sur le plan même des indicateurs sociaux où on a beaucoup avancé. Mais ce qui est important, c'est que le rapport recommande au gouvernement de saisir les potentialités, notamment au niveau des ressources minières, pour beaucoup s'investir dans le domaine de lutte contre la pauvreté. Avec la croissance enregistrée au Burkina Faso, l'État burkinabé peut relever certains défis, dont l'électrification rurale, qui pourrait améliorer les conditions de vie des populations. Nous sommes donc à la deuxième vague, qui concerne 22 communes rurales et 3 villages qui seront traversés par la ligne, pour un coût de 5,6 milliards et un délai d'exécution de l'ordre de 10 mois. Cela veut dire que d'ici l'année prochaine, toutes ces localités qui seront traversées auront l'électricité. C'est 22 chefs communes rurales, mais je peux citer par exemple Kitao, Zawara, Tensobatenga, Liptibou, Nabdingou. Ce sont donc des communes rurales qui peuvent avoir l'électricité d'ici quelques mois. Avant l'électrification dans les zones rurales, le lotissement est une étape importante, question de faciliter l'accès à l'énergie. Du lotissement, il en sera question du 7 au 8 octobre prochain sur les thèmes suivants. Les projets de thèmes que nous avons retenus sont au nombre de 8, qui va donc du bilan des opérations de lotissement, la problématique même de la gestion des parcelles, l'informatisation des parcelles, l'accès des femmes
à la propriété urbaine ou au niveau des parcelles. Avec plus de 50% de la population, les jeunes de Burkina Faso ont une grande part contributive dans la croissance économique et le développement national. Le 12 août prochain, ils seront réunis à Bourguilasso pour des réflexions sur le thème « Jeunes et migration, quels enjeux pour le Burkina Faso ». Ils vont effectivement mener des réflexions autour de cette thématique-là, surtout des thèmes sur la citoyenneté et sur le civisme. Ça, ils auront à débattre autour de ces aspects-là. Il y aura bien sûr des activités de reboisement, des activités contre ce qu'on appelle les conduites addictives. Posséder un extrait d'acte de naissance, voilà bien une préoccupation des hommes, mais surtout des millions de femmes au Burkina Faso. 2 millions d'entre elles peuvent d'ores et déjà se réjouir. Leur préoccupation a été prise en compte au Conseil des ministres. Et aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup de joie d'avoir obtenu du Conseil des ministres l'approbation du financement par l'État des 2 milliards qui manquaient pour pouvoir doter 2 millions de femmes d'actes de naissance. Avec 2 millions de jugements supplétifs d'actes de naissance à établir, les services de l'État civil au Burkina Faso n'auront sans doute pas de vacances. Autant le dire, la reprise s'annonce donc des plus studieuses, mais en attendant, c'est un air de vacances qui souffle sur Kosiam et donc aussi sur les départements ministériels. Et puis, notre reporter n'a pas laissé filer l'occasion. À quoi vont s'occuper notre équipe de l'exécutif? Vous allez les entendre. Les occupations sont tout aussi personnelles que diversifiées. Non, est-ce qu'il y aura vraiment des vacances pour moi? Non, j'ai d'abord décidé de passer une très bonne partie au Burkina Faso. Je ne prendrai peut-être que quelques jours vers la fin du mois parce que j'ai plusieurs visites de chantier à effectuer. J'ai la visite également aussi pour voir un peu la situation agricole. C'est bien, en tout cas jusqu'au 25, je serai là. Si je dois voyager, peut-être se faire un petit saut de quelques jours dans un des pays voisins. Mais ce sera essentiellement au Burkina Faso que je vais rester. Nous allons faire beaucoup de préparations, particulièrement nous pour la rentrée. Vous savez que nous avons le continuum du système éducatif et en ayant pris le préscolaire, je vous assure qu'il y aura peu de vacances. C'est surtout préparer très efficacement la rentrée. Naturellement, j'irai à Ouiga comme je vais régulièrement à Ouiga. Peut-être que je ferai un tour à l'est pour voir comment se portent mes esclaves. Et puis, c'est l'occasion aussi pour nous de souffler un peu. On va profiter de l'occasion, pousser un certain nombre de dossiers que nous avions, et puis sortir et à Ouiga et hors de Burkina pour visiter d'autres villes, pour pouvoir découvrir et nous reposer. Nous pensons profiter de la période des vacances pour faire la tournée des régions et expliquer aux femmes la nouvelle stratégie que nous allons mettre en œuvre parce qu'il faut doter 2000 groupements féminins en technologie cette année. Voilà donc pour le calendrier des ministres en vacances et puis on revient sur la 3e conférence du traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire. La mise sur les rails de ce document intéresse au plus haut point les nôtres vivants au pays de Félix Houphouët-Boigny. C'est tout naturellement donc ceux vivant à Yamoussoukro et environ sont venus écouter le président du Faso lors de son séjour. Le point de nos envoyés spéciaux Oumarou Zungrana et Fousseni Kindo. Ils sont venus de toute la région de Yamoussoukro pour écouter leur président. Ces Burkinabés de Côte d'Ivoire se sont déplacés de Saint-Fra, de Soubré, de Boaké pour avoir les nouvelles du pays. Et les nouvelles du pays en ce moment sont dominées par la mise en place du Sénat qui suscite de l'intérêt et de l'enthousiasme pour ses compatriotes au pays de Houphouët-Boigny. Ils espèrent y voir siéger leurs représentants. L'occasion était aussi propice pour évoquer les grands chantiers dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et les principaux demeurent la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou et son prolongement jusqu'à la frontière du Niger, ainsi que le renforcement des capacités énergétiques et minières des deux pays. Voilà, et nous voulons le faire ensemble, Ivoiriens et Burkinabés. Dans ce processus que nous allons engager pour notre peuple, pour nos deux nations,
on a besoin de l'engagement de tous, de la mobilisation de tous. On a besoin que les uns et les autres apportent leur intelligence, réfléchissent avec nous sur la conduite de ces opérations, sur la mise en œuvre de ces... À leur tour, les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont souhaité une facilitation des inscriptions pour les jeunes bacheliers dans le système universitaire au Burkina Faso, des mesures vigoureuses dans la libre circulation des personnes et des biens, une ouverture pour l'emploi et la formation professionnelle des jeunes de la diaspora. En retour, le président du Faso les a rassurés qu'une oreille attentive est prêtée à leurs doléances avant de leur demander de faire preuve davantage d'exemplarité dans le comportement en Côte d'Ivoire et d'être plus assidus au travail. Un calendrier également chargé pour le Premier ministre et son équipe en marge de la conférence. Luc Adolphe Thiaw et son homologue ivoirien ont pu voir ensemble de visu quelques réalisations sur le terrain relatives à quelques points clés du traité qui unit les deux pays. Infrastructures sanitaires, sécuritaires ou même religieuses, le maximum y est passé. Le point est signé cette fois de Alidou Badini et Lazare Pouya. Le séjour du Premier ministre Béon Luc Adolphe Thiaw à Yamoussoukro n'a pas été du tout repos. Sur initiative de son homologue ivoirien Daniel Kablan-Dankan, les deux personnalités ont inauguré et visité les locaux de deux infrastructures sanitaires le 29 juillet dernier. Premier acte de cette visite, le centre d'hémodialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale. Entièrement financé par la téléphonie mobile, la fondation MTN de la Côte d'Ivoire, ce nouveau centre a une capacité d'accueil d'une dizaine de places et constitue le troisième centre du pays. Ici, la prise en charge par séance d'hémodialyse est à 1750 francs CFA contre 80 000 francs dans les structures privées. C'est l'effort fait par le gouvernement qui permet de ramener à des coûts qui soient raisonnables pour le patient. Donc je voulais confirmer notre position commune avec notre frère le Premier ministre Béong Luc Adolphe Thiaw et dire aussi que l'un des éléments forts sur lesquels il faudrait pouvoir travailler, c'est l'aspect prévention. Il faut prendre les choses en amont de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de malades. Il s'agissait pour cette visite de permettre au Premier ministre burkinabé de voir quelques réalisations du gouvernement ivoirien. J'en avais exprimé le souhait au Burkina Faso. Nous n'en disons pas vraiment d'une infrastructure étendue dans ce domaine. Nous n'avons seulement que l'unité d'hémodialyse de Ouagadougou. Et mon souci était de voir comment nous pouvons étendre ces centres-là, et voir l'expérience ivoirienne, voir comment c'est financé, et cela pourrait inspirer le gouvernement de Burkina Faso. À la suite de cette visite, Daniel Kablan-Dankan et Béon Luc Adolphe Thiaw se sont rendus au Centre national de transfusion sanguine. Là, les deux premiers ministres ont visité le laboratoire de qualification biologique, l'un des 3 centres de certification de la Côte d'Ivoire. Je crois que ce que nous avons vu également aussi nous inspire, et avec le peu de moyens dont nous disposons, je crois qu'il faut que nous allions également aussi pour faire en telle sorte que dans le domaine de la transfusion sanguine, que d'abord les patients soient proches des centres où se fait donc le recueillement du sang. Puis c'était au centre de coordination des décisions des opérations CCDO de recevoir la visite des deux premiers ministres. C'est un centre de commandement des opérations dont la mission fondamentale est de veiller à la sécurité de toute la ville de Yamoussoukro à travers un impressionnant dispositif de caméras installé discrètement à travers la ville. Cela permet de surveiller tous les mouvements 24 heures sur 24 dans la ville de Yamoussoukro. Nous avons vu comment ce centre fonctionne. Ça permet de prévenir d'abord les délinquants. Et donc, de ce centre, les points stratégiques sont surveillés 24 heures sur 24. Donc, si bien que, comme il y a des unités qui sont sur place, donc ça permet, dès que ceux qui sont dans le centre, qui observent s'il y a des mouvements suspects, s'il y a des choses qui ne vont pas, immédiatement, donc, ils ont la possibilité de contacter les unités d'intervention qui sont également aussi 24 heures sur 24 sur pied. Et ils peuvent réagir en un temps record pour effectivement arrêter lorsqu'il s'agit de malfrats qui sont en train de s'opérer. Il est également prévu de ce système la création d'un réseau où des caméras seront bientôt installées sur l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan. Toujours à la poursuite de la recherche de la paix entre les deux pays, Béon Luc Adolphe Thiaw et Daniel Kablan-Dankan se sont rendus à la basilique Notre-Dame de la Paix. C'est une infrastructure religieuse construite par Feu Houphouët-Boigny et rétrocédée à l'église catholique. Et pour boucler la journée de la visite en toute confraternité,
Le Premier ministre ivoirien a offert un dîner à la délégation burkinabé conduite par le Premier ministre. Au cours de ce dîner, les deux premiers ministres ont réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays. On revient chez nous. Le point retient les attentions en ce moment. Les concours de la fonction publique, c'est déjà pour demain. Les dernières heures sont celles de la mise au point pour le comité d'organisation. Tout est fin prêt, nous rassure l'équipe du département de tutelle. Cette année, plus de 500 000 candidats sont dans la course pour quelques 8 000 postes. On écoute le résumé de la séance avec Oumou Sissé et Aboubakar Sagnon. Face à la presse, Vincent Zakané égrène les chiffres. Pour les 80 concours directs de la fonction publique cette année, il y a 534 077 candidats pour 8 224 postes en compétition. À moins de 24 heures du début des concours, toutes les équipes de supervision de l'administration des épreuves ont été mises en place. Les programmes sont affichés et la répartition des candidats par sous-centre et par jury est également faite. L'administration des épreuves est prévue pour se tenir du 2 au 12 août 2013. Elle sera cependant marquée par 2 jours d'interruption, notamment le 5 août et le jour du Ramadan. Afin de faire face à ces contraintes, le calendrier des concours a été aménagé en conséquence et les concours qui tomberont sur le jour du Ramadan seront automatiquement administrés le 13 août. Les épreuves seront administrées naturellement selon les règles de l'art, c'est-à-dire de manière transparente et ce, conformément aux principes qui président à l'organisation de ces concours, à savoir l'égalité de chances des candidats, la légalité des procédures et des épreuves, l'équité entre les candidats et la confidentialité des épreuves. Les innovations portent sur l'affectation des numéros de table prédéfinis aux candidats, l'adoption d'un nouveau format de feuille de composition qui comporte désormais 8 pages au lieu de 6. Les établissements privés ont été sollicités pour abriter des centres de composition au regard du nombre de candidats qui a connu une augmentation de 29% cette année. Le ministre a appelé les candidats à composer dans la sérénité et à se départir de la fraude. Un dispositif sécuritaire a été mis en place pour enrayer toute tentative allant dans ce sens. Et puis, nous reviendrons sur cette information au cours de nos prochaines éditions. Le SYNATIC, le syndicat des agents de l'information et de la culture, s'est réuni cet après-midi même au programme Bilan et perspectives de la lutte entamée. L'armée de terre et la brigade nationale des sapeurs-pompiers saluent l'arrivée de nouvelles forces. Le groupement d'instruction des forces vient de mettre à leur disposition près de 1000 nouveaux soldats. Après 7 mois de formation physique et morale, les éléments du contingent auront donc réussi haut la main l'examen de passage. Avec pour nom de baptême les soldats de la paix, ils mettent leur force au maintien d'un climat apaisé au Faso, à Hadi Sandamba. Militaires, ils le sont maintenant. Ces soldats, après 7 mois de formation militaire de base, sont désormais aptes à exercer le métier des armes. Recrutés à l'âge de 20 ans pour le compte de l'armée de terre et entre 18 et 23 ans pour la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le contingent de la classe 2012 est fort de 1068 hommes et femmes prêts à servir les idéaux des forces armées nationales. Et cela a été possible grâce à une série d'activités physiques et morales. Quand les soldats sont arrivés d'abord, on a voulu leur faire une période d'adaptation parce que nous savons que ces jeunes-là ne sont pas habitués à faire du sport. Donc commencer brusquement la formation, ça risquait d'avoir des conséquences. C'est pour cela que nous avons fait d'abord une petite période d'adaptation et après on les a envoyés au centre d'instruction temporaire de Bama où ils ont essayé d'abord d'avoir une formation physique et une formation aussi sur le moral. Et après ces 4 mois, ils sont revenus au GIFA pour connaître maintenant la tactique, un peu les rudiments du règlement militaire. Et aujourd'hui, devant les autorités, la hiérarchie militaire, parents, amis et connaissances, les éléments du contingent de la classe 2012 ont reçu leurs épaulettes. Pour marquer donc le ralliement de ces soldats aux valeurs de l'armée, le drapeau burkinabé leur a été présenté, signe que la nation attend beaucoup d'eux.
On veut que véritablement que ce soit une armée, des jeunes soldats qui appartiennent au peuple, qui ne se montrent pas au-dessus du peuple, qui ne se caractérisent pas par des actes de bagarre, des actes d'indiscipline, des actes de mécomportement, des comportements aussi de réserve parce que on souhaite qu'ils soient vraiment militaires. Pour réaffirmer leur engagement dans les forces armées nationales, les soldats ont récité ensemble l'éthique du soldat burkinabé. À cette cérémonie de fin de formation, ils ont également fait des démonstrations de techniques d'attaque et de défense. À noter enfin que les meilleurs encadreurs n'ont pas été oubliés. Ils ont été récompensés par la hiérarchie militaire. Aptes à vivre et à combattre l'isolement, avec la particularité d'accomplir coûte que coûte. Ambiance d'adieu au consulat de France du Burkina Faso, adieu et reconnaissance pour le consul de France en fin de mission. Les autorités burkinabées ont salué à leur manière le travail abattu par le diplomate au cours de son séjour au Faso. C'est bombardé de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé que le consul reprend la route de sa France natale. Le point sur la cérémonie avec Nyarkiteda. Claudie Bikayoni, consul de France au Burkina Faso, elle est en fin de mission. Mais avant de partir, la nation burkinabé lui est reconnaissante. Une cérémonie de revoir empreinte de convivialité et qui se fait une occasion pour saluer son travail abattu dans bien des domaines et qui entre dans le cadre de la coopération entre le Burkina et la France. Vous avez été très sollicité. Mais grâce à votre patience, grâce à vos grandes qualités humaines, vous avez toujours prêté une oreille attentive aux préoccupations des usagers. Cela a permis un meilleur traitement des dossiers et une nette consolidation de la qualité du service. Je me réjouis particulièrement de l'ardeur avec laquelle vous avez œuvré à la mise en œuvre efficiente de l'accord franco-burkinabé du 10 janvier 2009. Après 3 ans passés au pays des hommes intègres, Claudie Bikayoni dit quitter le Burkina Faso avec le sentiment d'avoir accompli sa mission, mais aussi avec un bon souvenir qu'elle gardera de notre pays. Leur accueil, leur gentillesse et la facilité avec laquelle on peut travailler parce qu'ils sont toujours ouverts, disponibles et voilà, j'ai beaucoup aimé les gens de ce pays, vraiment. Je quitte le pays avec un gros pincement au cœur et l'envie d'y revenir, ne serait-ce qu'en touriste ou pour voir des amis. À cette cérémonie où elle a loué l'hospitalité légendaire du peuple burkinabé, Claudie Bikayoni a annoncé que son poste ne sera pas vacant. Son successeur arrivera le 1er septembre prochain avec toujours la même dynamique, œuvrer à faciliter le brassage entre les deux peuples par le renforcement des liens de coopération entre la France et le Burkina. Un départ qui ne cache pas un autre. Le Brésilien Santiago fait également ses adieux au Faso. Même traduction de reconnaissance au Burkina, au diplomate qui aura assuré au mieux sa mission. L'ambassadeur en fin de mission est fait officier de l'ordre national. Sur la cérémonie de reconnaissance, le point est signé cette fois de Yolande Lompo. Il est le premier ambassadeur de la République fédérative du Brésil au Burkina Faso et a posé les jalons d'une coopération déjà vieille de quelques années. Après avoir passé 5 ans au pays des hommes intègres, Santiago Alcázar est au terme de sa mission et déposera ses valises en Azerbaïdjan pour poursuivre sa carrière de diplomate. Je pars ce soir du Burkina, mais je ne quitte pas le Burkina. Nous avons 37 ambassades ici en Afrique. Plusieurs d'elles sont nouvelles. Nous avions notre ambassade au Ghana, représentait aussi le Burkina. Mais avoir une ambassade au Burkina, ça nous ouvre un peu les horizons. Et c'est très important d'avoir cette vision spécifique de ce pays pour comprendre un peu la totalité de la région, la totalité des pays de l'Afrique de l'Ouest. La présente cérémonie d'adieu fut une occasion pour le Burkina Faso de lui témoigner sa reconnaissance en lui remettant les insignes d'officier de l'ordre national en présence de ses pairs et de quelques représentants d'institutions. Il a donné à cette coopération une véritable impulsion. Et je pense que dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture, qui sont les domaines très pointus, qui exigent un savoir-faire, nous avons beaucoup appris. Et le Burkina Faso va continuer évidemment à intensifier cette coopération qui permet à nos populations, à nos paysans,
de bénéficier du savoir-faire d'un grand pays émergent comme le Brésil. Il a émis le vœu que les étalons évidemment puissent venir au Brésil l'année prochaine pour prendre part à la Coupe du Monde. C'est un souhait que nous partageons tous. Nation construite dans la diversité et rattachée à l'Afrique selon le diplomate brésilien, le Brésil a accédé à son indépendance en septembre 1822. Vivement donc les étalons au Brésil et puis invite à l'introspection au département chargé des relations avec le Parlement, extension des attributions du ministère, quelle stratégie pour l'atteinte des résultats, voilà pour la thématique de la rencontre. Il s'agit de faire le point des actions menées jusqu'à cette date et dégager les voies à suivre jusqu'à nouvelle échéance. Étienne Bassenga. Le ministère chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques en réflexion à Kourougou dans le Burkina. Mamadou Bari, secrétaire général du dit ministère, et ses collaborateurs sont allés dans cette localité rechercher les stratégies pour l'atteinte de résultats efficients quant aux nouvelles attributions à eux confiées. Initialement, le ministère s'appelait ministère chargé des relations avec le Parlement et des réformes politiques. Avec l'adoption de la Constitution qui a consacré donc la mise en place d'un certain nombre d'institutions qui sont tantôt politiques, tantôt parlementaires ou parfois non parlementaires. Donc il a plu au chef du gouvernement d'élargir les attributions du ministère pour faire en sorte que les relations entre le gouvernement et les institutions soient conduites par ce ministère. Et donc il y a un certain nombre d'institutions qui ne sont pas forcément le Parlement et donc qui doivent être aussi gérées par le gouvernement dans le cadre de ces rapports. Durant donc 2 jours, il va s'agir concrètement pour eux d'amender et d'adopter le programme d'activité de l'année 2013, d'échanger sur les difficultés rencontrées par le ministère afin de proposer des solutions pour accroître les performances et de tabler sur les mutations induites par la mise en place du Sénat. Il faut par ailleurs noter que c'est le premier CASEM de l'année de ce ministère qui est chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques. Certains d'entre vous ont pu le suivre sur nos antennes. Kounadja, un village dans les environs de Dédougou, a fait les frais d'inondation. Voilà de cela 3 jours. Les pertes matérielles y sont jugées importantes. Sursaut de générosité de la part du conseil régional dont relève la localité. Les sinistrés ont reçu des dons de première nécessité. Le point sur le sujet est signé de Ismaël Diloma Sirima et de Sie Sylvestre Da. L'eau a encore fait des ravages. Cette fois-ci, c'est Kounandia, localité située dans la boucle de Mouhoun, qui a été inondée. Les populations du village se sont retrouvées les pieds dans l'eau et les dégâts matériels sont considérables. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les populations encore sous le choc décrivent les calvaires. Dès qu'on s'est réveillé ce matin, on a vu l'eau qui coulait vers nos maisons. Et je ne sais vraiment pas ce qui explique cela. On a déjà vu des pluies de cette envergure, mais celle-là a tout ravagé sur son passage. Touché par ce drame, le conseil régional de la boucle de Mouhoun a fait un don d'une valeur de 500 000 francs CFA aux populations de Kounandia. Un don composé de sacs de riz, de maïs, de bidons d'huile et de nattes. Nous sommes très sensibles et c'est pourquoi rapidement, en attendant que l'État ne s'organise pour se déployer, nous sommes les acteurs de proximité. Il était de bon temps que nous venions rapidement à leur secours pour vraiment donner les premiers secours. Pour l'heure, le maire entend loger les populations sinistrées dans les écoles en attendant de trouver des solutions définitives à ces problèmes. Et puis ce communiqué pour continuer, le ministère de l'économie et des finances porte à la connaissance de l'ensemble des membres statutaires de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement que la 6e session de la dite Assemblée précédemment prévue pour se tenir le jeudi 1er août 2013, donc aujourd'hui, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans la salle de conférence de Ouaga 2000 à 9h, est reportée au vendredi 2 août 2013 à 8h précises au même lieu. Tous les membres statutaires sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour leur participation effective à la dite session. C'est donc signé le secrétaire général Tibila Kabori.
Elle l'a fait, elle force les portes de l'histoire avec un doctorat en géographie. Pouyamba Awawoba vient de soutenir la première thèse de doctorat en géographie à l'université de Ouagadougou. Elle arrache au jury la convoitée mention d'honorable. C'est une première qui ouvre les portes à d'autres étudiants de l'unité de recherche. On revoit les moments clés de la soutenance avec Sylvestre Da. Changement climatique, dynamique de la végétation et perception paysanne dans le Sahel burkinabé, c'est le thème de la thèse doctorat présentée et soutenue par cette géographe Ounyala Awaouba au département de géographie de l'université de Ouagadougou. Le jury, un collège de 5 professeurs agrégés du Niger, du Sénégal et du Burkina, a jugé le travail de l'impétrante excellent et digne d'intérêt. À l'issue de plus de 3 heures de débat autour de la thèse, le jury déclare Ounyala Awaouba digne du grade de doctorat unique de géographie. Avec la mention très honorable. C'est une très bonne thèse. Une thèse d'actualité sur les questions du changement climatique, sur les questions de la perception des populations sur ce changement climatique et tout particulièrement de la façon dont il est possible, à partir de ces perceptions, à partir des stratégies adoptées par les paysans, de voir comment compléter, améliorer, on va dire, les interventions dans nos milieux ruraux. La thèse soutenue fait 385 pages sans les annexes et est le fruit de 3 ans de recherche dans le Sahel burkinabé. Pour la désormais docteur Ouba, c'est un challenge qu'il fallait relever malgré les difficultés liées à l'enclavement de la zone et aux coûts financiers. Il y a 3 ans de cela, quand je me suis lancé le challenge, je ne savais pas que j'allais aboutir, mais par la grâce de Dieu, c'est arrivé. Depuis les années 70, qu'existe et qu'est aujourd'hui le département de géographie, c'est la première thèse entièrement réalisée et soutenue dans les locaux du département. L'impossibilité qu'il y avait de créer une école doctorale à l'université de Ouagadougou qui prenne en compte le domaine de la géographie expliquerait cela. La formation doctorale en géographie a été ouverte en 2008-2009 avec une promotion de master. Donc ce n'est qu'à partir de 2009-2010 que la première promotion doctorale a été recrutée. Ça s'explique par le fait qu'avant, il n'y avait pas d'enseignants de rang pour gérer une formation doctorale de rang A. On a commencé à produire. L'école doctorale Lettres, Sciences Humaines et Communication, créée en 2008, accueille les doctorants issus des unités de formation et de recherche en sciences humaines et en lettres A et communication. Elle a les mêmes rangs qu'une unité de formation et de recherche IFR. Actuellement, elle compte 40 doctorants. Eux, c'est dans le domaine de la santé animale qu'ils vont exercer leur talent. La dernière couvée de l'École nationale de santé animale compte une centaine de diplômés. On y trouve différents grades de maîtrise en élevage, agents techniques, techniciens supérieurs et conseillers. La cérémonie de sortie marque aussi la fin de l'année académique à l'ENESA. On revient sur les moments forts avec Sylvestre Da. Le secteur de l'élevage et de la santé animale reçoit du 109 avec la sortie officielle des lauréats de 3 promotions de l'ENESA, l'École nationale de l'élevage et de la santé animale. Après 18 mois de formation à la fois théorique et pratique, ils sont 109 agents techniques, techniciens supérieurs et conseillers techniques d'élevage sur les 129 postulants au départ qui ont reçu leur diplôme de fin de cycle. En tant qu'acteur du développement, alors à la sortie de cette école, c'est de nous mettre au service du peuple burkinabé. Alors, comment être à côté de nos producteurs, leur donner des conseils et afin qu'ils puissent produire non seulement en quantité, mais en qualité aussi. Les promotions sortantes ont pris pour parrain Sungalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale, pour son engagement et son appui à l'essor du secteur de l'élevage, une personnalité en qui ils entendent s'identifier. L'activité vétérinaire est très déterminante dans l'économie et la contribution du secteur de l'élevage est incommensurable dans l'économie de notre pays. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous puissions soutenir ces acteurs et à ces jeunes fonctionnaires. Je souhaite plein succès et je leur recommande beaucoup de loyauté, beaucoup d'intégrité dans leur travail et en ayant toujours en vue l'essence du service public pour notre pays. Les nouveaux vétérinaires ont saisi l'opportunité de cette cérémonie pour poser des doléances tendant à l'amélioration des conditions d'études à l'UNESA. Il s'agit entre autres du besoin d'infrastructures et de matériel. Dans le cadre du plan stratégique de développement, il y a pas mal d'infrastructures que nous allons mettre en place. Comme je l'ai annoncé, il y aura le bâtiment pédagogique qui sera mis en place dès cette année. Et puis au fur et à mesure que nous allons dérouler le plan stratégique, et donc tout ce que les élèves ont posé comme doléance va trouver satisfaction.
en matière d'infrastructures pédagogiques, en matière de matériaux de laboratoire, de bibliothèques, d'ordinateurs, etc. Tout cela va trouver solution. En plus des résultats académiques, l'année 2012-2013 est également marquée à l'ENESA par de nombreuses formations des enseignants à l'étranger, surtout en Belgique, grâce au partenariat avec la Haute École Charlemagne de Liège. Et cette sortie officielle de promotion, qui marque en même temps la fin de l'année académique 2013, a vu la signature d'un protocole d'accord entre l'ENESA et la Jeune Chambre internationale Ouaga Synergie. C'est un air de vacances qui souffle également sur les écoles de la région du Sahel. Vacances et surtout récompenses pour les plus méritants des enseignants et élèves de la localité. Pour l'occasion, plus d'une centaine d'entre eux montent sur l'estrade des primés. Au-delà de l'événementiel, la cérémonie de récompense est une interpellation à la région en matière d'éducation. Karim Patrick Namouano. C'est l'heure de la moisson pour ces deux élèves, classés meilleurs au certificat d'études primaires dans la région du Sahel. Ils reçoivent des kits scolaires et un vélo récompensant leurs efforts au cours de l'année écoulée. Pour avoir les bons points et pour être le meilleur de la région, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait des exercices, j'ai été assidu à l'école. Leurs camarades du CM1 et du CM2 des provinces du Séno, de l'Oudalan, du Yaga et du Soum ne rentreront pas bredouilles. Les meilleurs élèves dans les différentes matières enseignées ont aussi leur lot. Qu'ils viennent de l'école classique, des centres d'éducation de base non formels ou des écoles satellites, ces enfants ont pu goûter aux fruits du succès. Pour en arriver là, ils ont travaillé dur et parfois dans des conditions difficiles, car l'école dans le Sahel n'est pas une sinécure. Nous avons des taux de scolarisation très bas, nous avons des taux de déperdition scolaire très élevés, nous avons un taux d'achèvement primaire aussi est très faible par rapport au niveau national, donc c'est un peu nos défis. Ces conditions difficiles n'ont pas affecté le moral des enseignants. Leur sacerdoce leur vaut aujourd'hui ces récompenses. Le mérite des élèves leur incombe, le meilleur classement de la région aussi. 13e l'année dernière, le Sahel est cette année 8e. Des motifs de satisfaction qui interpellent tout de même. Il faut encore redoubler d'efforts. Nous interpellons donc les parents d'élèves à faire encore mieux pour qu'en fait les enfants réussissent surtout à l'école. Parce que l'État investit ces dernières années beaucoup dans l'éducation. Et si un effort n'est pas fait, eh bien ça veut dire qu'on n'a pas accompagné non plus l'État. L'État, ce qu'elle attend des parents d'élèves, ce qu'elle attend des élèves, c'est la réussite. Le succès au CEP et les récompenses qui vont avec font aujourd'hui le bonheur de cet enfant et de son enseignant réfugié venu du Mali. Ils n'oublieront pas de sitôt leur séjour dans la région du Sahel, au Burkina Faso. La qualité comme guide des actes au sein des entreprises burkinabè. Jusque-là, le credo a guidé le choix de l'association burkinabè pour le management de la qualité ABEMAC. À la 23e journée nationale de la qualité qui vient de se tenir, une nouvelle problématique se pose. Que faire face aux nouvelles attentes en matière de qualité au Burkina? Quelques réponses avec les dernières journées tenues à Bobo Dioulasso, le point de Siriki Milogo et Rokia Sanou. 48 heures de réflexion ponctuées de communication et de débat pour repositionner les journées nationales de la qualité sur l'échiquier national. Au terme des échanges visant à diagnostiquer les entraves à cette manifestation, les panélistes et participants ont abouti à des résolutions et recommandations à l'endroit des décideurs. Les recommandations ont été dirigées en direction du gouvernement, de l'administration publique. C'est de faire en sorte qu'on puisse, au sein de l'administration publique, mettre en œuvre une culture qualité. La deuxième, c'est de faire également en sorte que nous puissions permettre de reconnaître à ceux qui interviennent dans la qualité qu'ils ont du mérite. La forte invitation que les participants ont fait aux membres du comité directeur d'être plus proches des entreprises par des visites annuelles, ce qui va être exécuté, mais également que l'organisation elle-même travaille à se faire certifier à une norme ISO. Le partage d'expériences entre entreprises en matière de cercle au système management de la qualité, l'infrastructure qualité et la politique nationale qualité ont été entre autres les points passés en revue. Je crois que ces journées nous ont permis de prendre la mesure que notre association devrait se réorienter si nous voulons toujours continuer à exister sur l'échiquier comme étant une organisation apportant quelque chose à ses membres. Je suis satisfait parce que quand on connaît ces problèmes et qu'on a pris des résolutions pour les résoudre, je pense qu'on ne peut être que satisfait. Et ça fait depuis
des années que nous participons à la démarche qualité, au niveau des cercles de qualité, dans l'usine. Et nous sommes en train d'aller un peu plus loin et nous sommes en train de faire la démarche dans le système de management de la qualité. Et nous espérons que d'ici 2 ans au moins, nous allons peut-être penser à la certification. Cette cérémonie de clôture a été mise à profit pour décerner des attestations de participation, de remerciements et des trophées aux entreprises qui se sont illustrées au cours de l'année en matière de qualité. À noter que les 24e Journées nationales de la qualité avec à l'année les prix nationaux de la qualité comme innovation majeure. Et puis cette petite incursion dans les mémoires pour continuer au lancement des premières émissions de la Volta Vision en 1963. Ils étaient là. Eux, ce sont les chauffeurs qui ont conduit la maison dans ses missions d'informer, d'éduquer et de distraire. Ces hommes au volant guident les reporters sur les chemins de la récolte de l'info, de la Volta Vision à la RTB. Chacun d'eux a un souvenir à partager, des confidences que nous rapporte Jacques Lamissa Tarpaga. De la Peugeot 504 à ses débuts à la Toyota Hilux aujourd'hui, Alassane Korogo aura traversé le temps de la Volta Vision à la RTB Télévision. Comme lui, et même avant lui, depuis la date historique du 5 août 1963, où la télévision nationale a vu le jour, ils sont nombreux à avoir apporté leur pierre à l'édifice. Ces chauffeurs se souviennent des premiers pas de la Volta Vision. J'étais chauffeur-opérateur. J'ai été recruté comme chauffeur-opérateur en 1961. J'ai fait Manga, Zignari et Koudougou dans le cadre du cinéma et des opérations agricoles. J'ai par la suite été affecté à la télévision comme chauffeur. Il y avait de nombreux voyages et reportages. Tout s'est bien passé à l'époque. Ma foi, les caméramans, ce n'était pas facile, ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, il y a eu tellement d'évolutions. Vous avez les caméramans, les peineurs de son et souvent même quelqu'un pour éclairer. Donc les chauffeurs étaient obligés, et c'est toi-même qui aimes le travail, tu étais obligé d'aider les caméramans. Pendant toutes ces années, ils ont parcouru le pays, bravant le mauvais état des routes, les dangers de la nuit et autres intempéries pour permettre aux équipes de reportage de collecter l'information pour le public. Au fur et à mesure que le travail devient volumineux, ils ont trouvé que moi seul, ce n'était pas possible. Malgré ma bonne volonté, il fallait ajouter quelqu'un. J'ai affecté un jeune qui a fait une nuit, parce qu'à l'époque, il y avait aussi le couvre-feu. Il y avait le couvre-feu, c'était pas facile. Donc lui, il a fait une nuit, il n'est plus revenu jusqu'à l'heure où je vous parle. Et ensuite, ils ont affecté un autre vieux, Elhaji Sayouba. Lui aussi, il a fait une nuit, il me dit « Ah, petit frère, je ne peux pas travailler ici. C'est trop dur, avec le couvre-feu. Ah non, non, je descends tard, je ne peux pas. » Alors, un jour, il était parti à Guébougou, derrière Koudougou, là. Et le mag est tombé en panne, vers 18h. Et c'est moi, avec le caméraman, qui a pris la 504 pour revenir à Ouagadougou. Chercher le mag et repartir à Guébougou, la nuit. Et Arthur est là, il a vivant, les caméramans. Avant d'arriver à Ouagadougou, nous avons eu 6 lèvres. Mais je vous dis que c'est pas, on n'a pas de calibre 12, hein. On n'a même pas les bâtons dans notre véhicule. Simplement, c'est le lapin qui sort, qui vient coincer le véhicule, on descend, on prend. Là, nous, avant d'arriver à Ouagadougou, repartir à Didougou, les mêmes nuits, on a eu 6 lèvres. Je ne parle pas de ce qui est venu coincer, repartir en brousse. Hein. Des souvenirs, il y en a, des mauvais comme des bons. Certains gardent en mémoire surtout le passage de Thomas Sankara, alors secrétaire d'État à l'information, et c'est avec beaucoup d'émotion. Au début, c'était pas facile, parce que le premier jour que j'ai commencé avec lui, je suis descendu à minuit. J'ai dit, ah, ça commence bien. Bon, après, on est devenu familier. Vraiment, c'est une bonne souvenir pour moi parce qu'on était devenus petits frères et grands frères. Parce que lorsqu'on descend à 15h, pendant que les gens montent, nous on descend. On arrive à la maison, on se met à table à manger, on mange ensemble. Quand on finit de manger, on s'assoit au salon pour un bout de temps.
prend sa guitare, il joue, il me pose des questions. Et vraiment, on était vraiment devenus comme des frères. Hein. J'ai fait les arrêtages, j'ai fait même les Koumas à Boulcha. Donc tout ça, ce sont des souvenirs. Bon, après ça, vraiment, si je peux dire quelques secondes de silence, il est arrêté avec Kinde Inoussa. Et l'enfant est mort. Ça m'a marqué. Ça m'a toujours marqué jusqu'à présent. À la télévision nationale du Burkina, les jeunes ont pris la relève et les anciens ne tarissent pas de conseils à leur endroit. Entendez-vous. Les vieux n'ont qu'à écouter les plus petits n'ont qu'à respecter les grands frères, que son grand frère va venir les respecter demain. Les responsables, c'est important qu'ils écoutent les plus petits. Parce que celui qui est en bas aujourd'hui, c'est pas évident que c'est pas lui qui va être sur les escaliers là demain. Je souhaite qu'il y ait la bonne collaboration, surtout l'entente. L'entente, c'est ça vraiment qui est nécessaire dans un service. Le temps s'est écoulé, mais le rôle et la place des chauffeurs n'a pas changé dans le système. Mieux, ils sont sollicités plus qu'avant. Journal télévisé, magazine des sports, production des émissions et j'en passe. Ici, le plus dur, c'est la maîtrise du volant, quid de la vie de famille, difficile à concilier avec les routes. Voilà, ce sont donc des témoignages comme on ne s'en lasse pas. Et puis, sport, basketball, en match amical, les étalons basketteurs ont rencontré les Fauves de la Centrafrique. La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'Afro-Basket Abidjan 2013. Le choc s'est soldé par une défaite des nôtres et c'est la deuxième fois face à la même équipe. Le score est de 88-65. Le point de nos envoyés spéciaux en France, Salif Belem Junior et Modeste Ouedraogo. 2 heures avant la rencontre entre les étalons du Burkina Faso et les Fauves de la Centrafrique, Jean-Paul Ribatet et ses poulains se retrouvent pour analyser ensemble le match aller. Une rencontre qu'ils avaient perdue sur le score de 90-82. Cet après-midi, la mission des étalons, poursuivre sur cette bonne dynamique et rester concentrés et attentifs aux consignes du coach afin de faire douter les Centrafricains, cette fois au grand complet. Dès l'entame du match, les Burkinabés sont appliqués et agressifs. Une discipline tactique qui porte fruit. Au premier quart-temps, Kader Tabsouba et Joris Badou en attaque répondent au panier centrafricain et restent collés au score, dévancent même les Fauves au marquoir avant de se faire attraper puis dépasser 21-19. C'est quand même facile, on l'a fait. Au deuxième quart-temps, les coéquipiers du meneur centrafricain Michael Mukongo continuent d'empiler panier sur panier. Les Burkinabés très tenaces ne lâchent rien et ce sont les Fauves du Bas-Ubangui qui remportent le deuxième quart-temps, 40-33. À la mi-temps, dans les vestiaires, le discours du maître à penser des étalons est solennel. Personne n'est capable de respecter son rôle sur la transition. Je remonte, je vais chercher les 2 écrans, ça crée de la mobilité, on met intérieur, balle le poste, et puis ça y est les gars. On doit être dedans, devant, là. On est à moins 7. C'est trop, parce qu'on doit être devant, c'est pas possible autrement. À la reprise, les Fauves font parler leur expérience et enchaînent les points. Pendant ce temps, les Burkinabés tentent de résister grâce à l'envie et la rage de vaincre, mais au marquoir, l'écart est énorme. Au dernier quart-temps, le jeu burkinabé se désorganise. Ribatet donne de la voix, mais c'est peine perdue. La volonté et la rage de vaincre seuls ne suffisent pas. Score final, 88-65. Il y a 2 temps dans le match. Il y a une première mi-temps où on respecte les consignes, même si tout n'est pas parfait, et on pose d'énormes problèmes à Centrafrique. Deuxième mi-temps, on décide de faire n'importe quoi. Chacun y va de sa petite connerie, 2 balles perdues et tout, et voilà, le résultat. Donc, comme je viens de leur dire dans les vestiaires, là, ce soir, je considère que les joueurs se sont moqués du staff. Donc, demain matin, nous, on se moquera des joueurs. On a bien débuté le match et puis on a lâché à partir de la deuxième mi-temps. On n'a pas géré offensivement surtout. Offensivement, on était tous perdus. On n'a pas bien fait les systèmes de jeu que le coach nous avait fait faire. Alors que c'est bizarre parce que depuis les 2 derniers matchs, on avait bien joué, on avait bien fait ça. Et là, je sais pas, peut-être que c'est la fatigue ou je sais pas. Les absences de certains ténors dans le dispositif de Ribatet pourraient en partie expliquer cette défaite, mais également le manque d'expérience et surtout face à la
Voilà, les prochaines fois seront les bonnes, on l'espère. En football, l'AS Sonabel et l'Asfa Yenega vont se disputer la Coupe du Faso 2013. Les deux qualifiés ont arraché le ticket pour la finale hier. L'AS Sonabel a battu le Santos FC par 2-0, tandis que dans l'autre match, l'Asfa a pris le dessus sur son historique rival, l'EFO, par 1-0. On revient sur les moments forts des deux rencontres avec Lassina Savodogo. Ce sera Asfa Yenega AS Sonabel pour la finale de la Coupe du Faso 2013. Les électriciens de Kamoumalo n'ont pas fait dans la dentelle face au Santos FC dans la première demi-finale. Un premier but de la Moussassou à la 34e minute qui confirme la domination de la Sonabel. Plus entreprenants et volontaires, les violets et blancs ont arraché définitivement les tickets dans le temps additionnel grâce à un coaching gagnant de leur entraîneur. Ahmed Kone à la baguette et Adama Zougrana à la finition pour le 2-0. Bis repetita donc pour Kamoumalo, ex-entraîneur du RCK, qui retrouve la finale après celle de l'année dernière. On a dû cette victoire à notre mental, parce que si vous avez vu dès l'entame du jeu, les garçons ont montré qu'ils avaient envie d'aller chercher l'adversaire et de ne pas en tout cas venir en victime résignée. Quoi qu'on savait qu'en face on avait une grosse équipe de Santos que tout le monde connaît. Bis repetita aussi pour l'Asfa Yenega qui sera au rendez-vous de la finale de la Coupe du Faso grâce à cette réalisation de Bassirou Ouedraogo à la 34e minute dans ce énième derby de la capitale. Cette fois-ci encore, l'EFO a mordu la poussière. Un duel tactique en deux techniciens maliens qui a tourné à l'avantage de Cheikh Omar Kone malgré l'infériorité numérique constatée à la fin de la première période. L'Asfa Yenega a tenu la baraque et l'EFO a manqué de lucidité. Ça a été un match très dur pour nous. L'équipe, vraiment, il faut dire que mon petit frère il fait du beau travail à EFO parce que c'est une bonne équipe là où nous sommes. Mais défensivement, nous, on a été plus costauds et je crois que la chance était avec nous. 1-0 et voici l'Asfa Yenega qui s'accroche encore à une finale de Coupe du Faso. Ce sera donc Asfa Yenega AS Sonabel. Ce sera aussi Cheikh Omar Kone face à Kamoumalo. Un grand duel en perspective, de l'étincelle dans l'air et rendez-vous est pris pour le 5 août prochain. Rendez-vous donc le 5 août. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.